Nicolas Boukrieff, bonjour. Que symbolise pour vous le festival de Gérardmer? Que symbolise pour moi le festival de Gérardmer? Il symbolise la persistance et la continuité de l'idée que le cinéma fantastique a droit à son festival et qui est un genre en soi suffisamment riche pour générer une programmation, générer un jury, générer... et puis sa continuité, ça fait 25 ans je crois, ça prouve que le cinéma fantastique n'est pas mort. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'a pas été récupéré que par les studios, que par les films Marvel, qu'il existe encore une production suffisamment passionnante, pléthorique, variée et indépendante pour la plupart, même si les films de major peuvent être très bons là-dedans, pour générer chaque année une programmation qui fait que voilà, on peut décréter que tel film est le meilleur de l'année, enfin le meilleur de cette programmation. Ce festival, c'est la 3e fois que je viens. Et je reviens avec plaisir parce que les ondes dans ce festival sont très positives. Franchement, par exemple, il y a une chose très importante pour moi, c'est que je trouve la salle incroyablement positive et bienveillante. Dans les festivals que j'ai pu fréquenter, je crois que c'est la salle la plus cool, la plus en appétit du genre, la moins snob que je connaisse. Et c'est très agréable. Parce que je veux dire, le festival de Cannes, c'est vraiment... c'est un peu son exécution. Et même les salles à Paris, quand on fait des festivals à Paris, c'est des salles qui demandent toujours à être convaincues. Elles ne partent pas avec un a priori positif, elles partent presque avec un a priori négatif. Et je sais qu'ici, ce que je ressens, et je pense que c'est un bonheur pour tous les réalisateurs qui viennent, c'est qu'il y a un appétit de film, il y a une envie d'aimer le film, qui fait que chaque gag, il y aura toujours des gens pour rigoler, chaque scène de choc, il y aura toujours des gens pour sauter. Et ça, je trouve ça très très agréable. Parce que du coup, même en tant que jury, on est dans la meilleure condition possible pour juger le film. On n'est pas en train d'aimer le film dans son coin, alors qu'on sent une salle qui va être contre pour des raisons distante. C'est un peu comme si on le regardait avec la famille et on a les réactions en direct. Voilà. La difficulté pour un festival de ne pas être snob est très 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 aiguë en fait. Et là j'ai pas du tout ce ressenti et ça c'est super agréable. Et en même temps c'est pas la foire. Je veux dire, c'est pas des gens qui hurlent, qui déconnent. Il y a quelque chose de très respectueux, très attentif et très très bienveillant. Et ça n'a pas de prix. D'accord avec vous. Alors vous êtes né, pour ainsi dire, dans le fantastique. Est-ce que vous avez en tête un film qui vous a particulièrement effrayé étant jeune et puis un film qui vous a transporté? Étant jeune ou étant transporté? Alors effrayé, je dirais oui. Le premier film qui m'a effrayé, mais vraiment totalement, et qui m'a fait découvrir que le cinéma pouvait faire peur, c'est quand je devais avoir 7 ans, quand j'ai vu Fantasia de Disney, la fameuse séquence du Sacre du Printemps, avec les tyrannosaures, les dragons, enfin je dis les dragons, c'est marrant. La séquence du tyrannosaure sur le Sacre du Printemps était une chose qui m'a tellement effrayé que ma mère a dû sortir de la salle, donc j'ai découvert la peur en fait, parce que finalement c'était Jurassic Park 50 ans avant, ou 40 ans avant, je sais pas si j'ai. Donc voilà, ça c'est la peur. Et qui m'est transporté, tous les films m'ont transporté à l'époque, je veux dire, voir Goldfinger... quand on a 7 ans, 8 ans, en 1972, c'était énorme. Mais donc on va dire que le premier film qui m'a vraiment fait comprendre que le cinéma pouvait avoir une 3e dimension et qui pouvait m'amener à me dire que j'avais envie de faire ce métier, c'était 8 et demi de Fellini. Voilà, ce film-là m'a transporté, dès le début, dès ses premières images, quand Mastroianni est dans ce bouchon et puis qu'il se voit flotter dans les airs, accroché par une corde, il y a quelqu'un sur une plage qui l'a tiré. Là, j'avoue qu'une 3e dimension s'est ouverte dans ma tête. Alors en 2004, vous avez réalisé Le Convoyeur, avec Dupontel et Dujardin. Très simplement, quel souvenir gardez-vous du tournage? Le tournage du Convoyeur, quel souvenir j'en garde? Un souvenir formidable, parce que c'est un film qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc il y avait une concentration maximale qui, je crois, se ressent à l'écran. Le souvenir de cette première rencontre du Dujardin et Dupontel, Dujardin qui n'était pas évident parce que je t'avais été le chercher dans Gars et une fille, et donc il était un peu celui qui devait faire ses classes et qui dès le premier jour a prouvé à tout le monde qu'il était juste exceptionnel. Donc il y avait l'adoubement de Dujardin par toute une bande d'acteurs qui étaient quand même assez costauds, Dupontel en premier évidemment, mais aussi bien Berléand, Gilles Gaston Dreyfus, c'est des acteurs très expérimentés qui se méfiaient un peu, qui se demandaient pourquoi j'étais allé chercher Chouchou, on va dire, de Gars et une fille, et qui dès le premier jour ont vu simplement l'évidence et qu'ils avaient parmi eux un grand acteur. Ça c'est un souvenir que je garde très fort. Non, un souvenir très intense, très, très heureux, beaucoup de travail et de concentration, c'est-à-dire en général le meilleur de ce qu'on peut imaginer en tournage. Oui. Alors, est-ce que vous avez toujours eu la liberté de vos choix en tant que scénariste, en tant que réalisateur? Oui, absolument. Je choisis mes sujets, je choisis mes castings. Ce qui veut dire dans ce cas-là qu'on travaille dans des budgets qui sont moindres. C'est toujours pas la même chose.
Si vous voulez demain faire un film à 20 millions d'euros, vous n'êtes pas forcément libre de votre casting, puisqu'on va vous demander forcément de prendre des acteurs qui rassurent aussi le box-office. Quoique quand je vois Daniel Dupontel, je suis absolument persuadé, en revoir là-haut, je suis absolument persuadé qu'il a choisi exactement le casting qu'il voulait. Mais c'est assez rare. En général, on va vous demander plutôt de taper dans la Alice, comme on dit, pour faire un film qui va coûter 10 millions d'euros, ce qui est normal. Hein. C'est aussi une économie, le cinéma. Moi, j'ai toujours été libre de mes sujets et de mes castings. Il n'y a pas un acteur qu'on m'a jamais imposé, ni aucun sujet. Et quand vous écrivez, vous avez besoin d'une ambiance particulière? Non. Vous savez, il y a un livre de Stephen King qui s'appelle Écriture, je crois, et il y a tous les éléments clés pour écrire un best-seller. Après, ça ne veut pas dire qu'il donne les clés pour avoir la meilleure idée de best-seller, mais il y a des éléments clés. Et voilà, et si quelqu'un qui veut écrire lit ce livre, il y a toutes les clés. C'est-à-dire d'avoir un espace à soi, un horaire de travail régulier, d'écrire tous les jours, de ne pas se dire en ce moment je réfléchis. Bon, c'est des choses clés. Donc j'ai besoin de ces choses-là qui sont des choses élémentaires, on va dire, et de la musique. J'écris en musique. Voilà. Justement, ce serait une de mes questions. On peut enchaîner avec la musique, justement. Elle vous accompagne dans votre travail d'écriture? Oui, complètement. J'écris en musique, en fait. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment combré. Il y a des fois où j'arrête la musique. J'écris en musique et en général, c'est devenu une tradition. Finalement, ça fait au moins le 3e film que j'écris là-dessus. J'écris en écoutant du krautrock, qui est la musique électronique des années 70 allemande. Tangerine Dream, qui après a fait la musique de films, de Friedkin, de Michael Mann, Ridley Scott, ou même Near Dark aussi. Enfin, il y a beaucoup de films, ils ont fait beaucoup de musique de films. Mais c'est des nappes de musique planante, allemande, des premiers synthés. J'aime bien, je sais pas pourquoi ça porte ma pensée, et j'aime bien écrire là-dessus. Popol Vuh aussi, qui est celui qui a fait tous les scores de Werner Herzog, tous les films de Werner Herzog avec l'accord de Dieu, Nosferatu. C'est toute une musique que j'aime beaucoup. Et Bowie d'ailleurs a rejoint ce mouvement à un moment donné quand il est allé faire ses fameux albums berlinois, Low et tout ça. Et c'est une musique que je trouve très immersive. C'est des nappes qui se prolongent, donc les morceaux peuvent durer 10 minutes, ce qui fait que pour écrire, ça vous met dans une espèce de climat un peu hypnotique qui me permet de décrocher de la réalité. Voilà, je vous dis tout. Hein. Ça peut servir à quelqu'un. Génial. Et justement, cette musique-là, Sergio Sanchez, donc le réalisateur du film L'Ouverture, nous a dit que pour lui c'était carrément un acteur du film, un personnage du film, la musique. Pour vous également? Ah oui, la musique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu plusieurs générations de cinéphiles, cinéastes, etc. Et en gros, moi j'ai découvert le cinéma avec Kubrick et Fellini. Alors c'est des cinéastes chez qui la musique est devenue un élément fondamental. Hitchcock a créé, avec Bernard Herrmann, ils ont fait un rapport à la musique très fort, mais sinon auparavant il y a beaucoup de musiques qui sont très bonnes, mais King Kong a une très belle musique, mais c'est souvent de la musique un peu comme les dessins animés, c'est de la musique d'accompagnement. Ouais. Et puis il y a eu une génération qui est arrivée, sans doute avec le rock, avec les premières drogues, tout ça, où la musique s'est mise à faire corps avec les images et à créer vraiment un espace visuel et sonore totalement immersif. Enfin, je veux dire, Orange Mécanique et sa musique sont indissociables. Donc moi, je viens de cette génération-là. Donc la musique est très importante dans mon processus d'imagination des films et de post-production. Je suis un peu désolé d'ailleurs parce que je trouve qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'âge d'or des compositeurs de films. C'est-à-dire qu'il y a des plats, il y a quelques vraiment compositeurs qui font des belles choses. Mais je veux dire qu'on est vraiment dans ce... Non, on est un peu dans ce que les Américains appellent le wallpaper. Vous savez, la musique wallpaper, c'est-à-dire papier peint, c'est-à-dire quand c'est une scène d'émotion, on met la musique d'émotion, quand c'est une scène d'action, on met une scène d'action, mais il n'y a pas de perception globale et homogène de la musique. C'est vraiment collé aux images. Et la plupart des blockbusters que vous voyez, la plupart des blockbusters, les films de super-héros, tout ça, quand vous regardez la musique, elle est tonitruante, elle casse les oreilles, il n'y a pas de thème qui se dégage. Si vous voyez Daniel Spielberg, John Williams, ça fait un vrai thème, il y a une pensée de la musique en accord avec l'œuvre globale, et c'est pas juste du bruit. Il y a des gimmicks voilà, qui reviennent toujours. C'est souvent du bruit. Transformers, dans Inception, c'est toujours les mêmes bien sûr. réflexes musicaux. Ça peut être écrasant et saoulant, quoi. Toutes les Zack Snyder, j'aimais bien le premier Zack Snyder, mais les derniers Superman, la musique c'est du bruit, quoi. C'est assourdissant, quoi. Il n'y a pas de thème qui se dégage vraiment. Et ça, c'est vraiment dommage. On a perdu quelque chose. Même si de temps en temps ça ressort. Dans Dunkerque, on sent qu'il y a eu un vrai travail de conception musicale de tout le projet, quoi. Musique intelligente, moi je dis toujours. Moi j'essaie de le faire à mon petit niveau, j'essaie de le faire, notamment le dernier film que j'ai fait, c'est avec Rob. Rob est quelqu'un avec qui on peut discuter. Il était sur le festival il y a 2 ans. Oui, il est venu sur le festival. Mais c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. Quand on lui parle de Tangerine Dream, il dit oui, j'adore le genre de synthé de l'époque. On peut travailler sur des sonorités techno, je suis plutôt électro en général, où on peut penser le film dans sa globalité. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Ça, c'est génial. Mais il y a même des réalisateurs qu'on a rencontrés, je crois, il y a 2 ans, qui disaient on demande aux compositeurs de nous sortir le score avant même que le film soit fini et on diffuse le score pendant le tournage.
pour que l'acteur entende la musique. C'est une chose qui peut se faire, génial aussi, bien ça. sûr, c'est formidable. Mais c'est vrai que par exemple ici il y a le prix de la meilleure musique grâce à la SACEM. Et ben je peux vous dire donc du coup je tends l'oreille sur les musiques des films que je vois et honnêtement pour l'instant il y en a peut-être un, allez deux, qui ont une musique qui mérite d'être distinguée. Le reste c'est de la mauvaise musique. Ouais. C'est de la musique littérale, c'est de la musique cliché, c'est de la musique sans inspiration. Inadaptée. Et inadaptée parfois, surmixée, des musiques trop fortes pour souligner l'émotion, et non pas pour la compléter. C'est toute la différence. Ouais. Il faut l'entendre, la bonne musique, pas l'écouter. Oui, et puis elle ça. complète l'émotion. Vous regardez le montage sans la musique, ça fera un film très important. Vous rajoutez une bonne musique, ça fait un film encore plus important. Mais sinon, il y a beaucoup de musiques qui sont pushy, surmixées, aucun intérêt. Et franchement, là, pour moi, par exemple, bon, il reste 2 films à voir, mais la meilleure musique s'impose d'elle-même. Et je parle avec ce membre du jury, c'est évident. Il y a un seul film où vraiment il y a un travail de musique, un travail de création, de mixage et d'intégration au corpus du film qui mérite d'être distingué. Les autres, franchement, on n'en parlera pas, bien évidemment. Non, bien sûr. On parlera lundi. Ça passe quand sur votre antenne? Ça passe ce soir. Ouais, d'accord. Ouais. Non. En tout cas, il y en a qu'un. Pour moi, il y en a qu'un. Qui a un vrai travail musical passionnant d'ailleurs et très bien fait. Et puis pas mal de films français ou avec des coproductions françaises cette année. Alors justement, il semblerait que depuis 2-3 ans, le cinéma fantastique français semble séduire à nouveau un grand panel de spectateurs et de producteurs, bien évidemment. Alors quelle est votre vision de cette évolution du cinéma fantastique en France? C'est compliqué parce que finalement, il y a une méfiance, et on le voit sur les réseaux sociaux, il y a une méfiance vis-à-vis du cinéma français de genre qui est totale. Je veux dire, vous prenez Grave, qui est un film qui a eu le prix ici d'ailleurs, mais qui a eu des prix partout, qui a eu une presse dithyrambique, qui a accédé même à des médias, genre pas le petit journal, ça s'appelle comment dans le quotidien, je crois. C'est-à-dire que Grave a profité d'un grand mouvement d'intérêt et de presque mode sur le film. C'est un film qui a une très large exposition par rapport je dirais, à sa production d'origine, grâce à sa qualité probablement. Et vous voyez les résultats au box-office. Les résultats au box-office, c'est 4 fois moins, c'est un bon résultat, mais c'est 4 fois moins qu'Annabelle 18. Oui. Je veux dire qu'il y a une méfiance du public français sur le cinéma de genre français, donc c'est bien que les choses bougent, qu'on arrive à faire des choses, d'un coup il y a des nouvelles personnalités qui viennent s'inscrire, c'est formidable, une nouvelle génération d'ailleurs, mais à côté de ça, le public français pour l'instant reste à convaincre. Pas la critique, ça y est, ça commence. Grave est nommé au César, il commence à y avoir... mais le public français reste à convaincre. J'ai vu Burnout tout récemment en salle, par exemple, avec François Civil. C'est un film dont je regardais, je me dis c'est dingue, ce film serait exactement le même, mais en anglo-saxon, il ferait le quadruple d'entrée. Il y a une méfiance totale. Donc, quand on dit le cinéma, ça bouge, oui, il y a des films qui se font, mais les budgets restent moindres. Pour l'instant, arriver à monter un gros budget ou un budget, on va dire, conséquent sur un film fantastique en France, ça reste à prouver. Ça commence. Les gens en parlaient hier. Voilà. On se dirige de plus en plus vers effectivement une diffusion sur le web, sur des mini-formats. Mini-formats ou alors Netflix, c'est directement. Voilà, ça, c'est des nouvelles opportunités. Mais sinon, la salle, malheureusement, pour l'instant, en France, le public ne suit pas. Il y a un rejet du cinéma français très clair. Aussi bien du polar que du film fantastique, c'est nul, c'est français. C'est français, j'irai pas. C'est dommage. Une dernière question sur votre prochain projet, si vous voulez bien en parler. Le prochain projet, je peux en parler parce qu'il en a parlé, sinon en général je suis superstitieux. Mais Pierre Lemaitre est venu me voir il y a un an. Pierre Lemaitre, c'est celui qui a écrit Au revoir là-haut. D'abord le roman, puis après il a écrit avec Dupontel. Et il est venu me voir il y a un an en me disant voilà mon dernier roman, qui n'est plus le dernier maintenant, parce qu'il y en a eu un qui s'appelle Couleur de l'incendie, qui s'appelle 3 jours et une vie. J'ai fait l'adaptation et je voulais que ce soit vous comme je voulais que ce soit Dupontel. J'ai lu le scénario, je trouvais ça superbe histoire, et je dis je serai présent. Et c'est en train de se monter financièrement. Est-ce qu'on arrivera jusqu'au bout? C'est très compliqué, le cinéma français. Donc on verra bien, je touche du bois. Il s'appelle Antoine Dubois. C'est vrai? Avec plaisir. Je touche du bois, super. Normalement, ça devrait me porter beaucoup de choses. Non, mais voilà. Donc en tout cas, ça serait 3 jours et une vie d'après l'adaptation de Pierre Lemaitre, qui est en retour à la Syrie Noire. Je vous souhaite une bonne chance pour ce projet, Merci sincèrement. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.